Bonsoir tout le monde, je suis hyper heureuse d'être ici à Villepinte. Villepinte, c'est une ville importante pour les écologistes. Ça l'était déjà, mais c'est là encore plus depuis quelques jours, puisque nous avons une maire écologiste. On est ici à Villepinte pour parler d'écologie, mais surtout pour parler d'union de la gauche et d'espoir avec un manifeste que Marine Tondelier sort et qu'elle vous présente ce soir. Et on a envie de vous entendre pour parler de tout ça, ce que nous vous devons. C'est l'engagement que nous prenons devant vous ce soir, un engagement de pouvoir vous écouter et surtout porter votre aspiration à l'unité, votre aspiration pour une primaire de la gauche et des écologistes pour qu'en 2027, on ait non seulement la perspective d'arriver au second tour, mais de gagner. Et pour ça, on va aller voir Marine Tondelier. Alors Marine, bonjour on est Léa. ici à Villepinte. Je sais que c'était important pour toi qu'on fasse cette soirée à Villepinte. Et je suis très heureuse de pouvoir te proposer de prendre la parole en premier. Alors, j'espère que tout le monde est bien installé. On va pouvoir commencer la soirée et peut-être commencer la soirée pour vous dire pourquoi on n'est pas dans une salle de réunion, voilà, comme se font les réunions politiques traditionnelles. Pourquoi on est dans un café, en l'occurrence en terrasse. Il fait plutôt beau là à Villepinte. On va peut-être avoir un coucher de soleil, Mélissa, dans ta magnifique ville. Eh bien, on est dans un café parce qu'on va passer beaucoup de temps dans les bars et dans les cafés pendant cette campagne. C'est une revendication de ma part. Alors, vous savez que j'ai pas trop l'habitude de boire et que là, en ce moment, je vais encore moins boire. Donc, c'est pas un truc d'addiction de ma part. C'est un truc de solidarité, de convivialité, de chaleur humaine. Je trouve que les cafés, les bistrots, les bars sont des lieux précieux pour notre pays et qu'il se trouve que 80% des cafés ont disparu dans ce pays. Il y en avait 200 000 dans les années 60, il y en a aujourd'hui entre 35 et 40 000. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet déjà parce que les cafés font partie de ce qu'on appelle en France le patrimoine immatériel français. Ils sont classés, tous nos cafés français, et ils sont en passe de devenir classés au niveau de l'UNESCO. Donc c'est vraiment un processus qui est en cours pour classer nos cafés. Et ces cafés, ce sont des lieux de sociabilité. Je l'ai dit, moi je me bats beaucoup contre la solitude. Il y a une étude là que je lisais cet après-midi qui montre que déjà les personnes âgées meurent plus de solitude que de l'alcool ou du tabac. C'est une cause de mortalité plus importante que l'alcool et le tabac. Se sentir seul, c'est le cas d'un Français sur 4 dans ce pays, donc c'est énorme. Et en plus, tu es seul dans ta solitude, parce qu'on n'en parle jamais dans les médias, c'est pas un sujet très populaire dans les débats politiques. Eh bien, c'est l'équivalent de 15 cigarettes par jour pour la santé, c'est l'OMS qui le démontre. Et il y a aussi des études qui montrent qu'il y a un lien direct de causalité. Alors, c'est direct, c'est pas la... Il y a un lien de cause à effet, mais il y a d'autres causes liées. Mais en fait, la fermeture des cafés dans les territoires, tu peux faire un lien direct statistique avec la montée du Rassemblement national. En général, il n'y a pas que le café qui ferme, mais on voit bien que ce sont des lieux où on peut se retrouver. Moi, je le vois à Hénin-Beaumont, c'est le lieu, tu viens prendre ton café après le travail ou quand tu es seul après le marché, au lieu de rentrer tout seul chez toi. Il y a vraiment un truc qui est important. Et les gens qui tiennent des cafés, ce sont des commerçants, mais ce n'est pas un commerce comme les autres. Déjà, on salue tous les commerçants. Il y a un truc en plus quoi, avec les cafés qu'on a envie de défendre. Donc, on va passer beaucoup de temps dans les cafés dans cette campagne. On va revendiquer de les aider. Et puis, ce soir, on est dans une réunion inversée. Donc, moi, je parlerai à la fin. On est venu pour écouter des invités. Tu l'as souligné, Léa, on sort le manifeste « Ce que nous vous devons ». Donc, c'est l'occasion en fait, de cette réunion ce soir. Donc, on vous en dira plus tout à l'heure. Mais avant que moi, je m'engage sur ce que je pense que nous vous devons, les écologistes, la gauche, tout le monde, on va vous écouter, nous interpeller sur qu'est-ce que... Vous allez nous dire, nous, on pense que vous nous devez ça. Voilà, donc il y a pas mal d'invités ce soir qui vont nous parler de tout ça. Et c'est toi, Léa, qui anime cette soirée. Et j'en profite pour annoncer au public mondial qui nous regarde que Léa Balage a accepté de devenir porte-parole de campagne. On se connaît depuis longtemps, on est en confiance, on se connaît bien. Je connais tes talents et d'animatrice, d'oratrice et de conviction et de persuasion. Et je connais aussi ta détermination. On va en avoir besoin dans cette campagne. Et donc, mesdames et messieurs, je vous présente Léa Balage, nouvelle porte-parole de campagne. Et je lui passe la parole pour animer cette soirée. Merci beaucoup Marine. Alors tu peux garder le micro et le passer directement à Mélissa. Alors Mélissa, on est ici dans un café, mais c'est surtout on est à Villepinte, dans ta ville, la ville que tu as gagnée. Mélissa Youssouf, qui est la maire de Villepinte depuis le 22 mars 2026. Et ça a été, je crois, une fierté collective pour les écologistes, aussi une fierté collective pour l'ensemble des habitants de Villepinte qui t'ont fait largement confiance. Quand on est une nouvelle maire, qu'on a suscité autant d'espoir, qu'est-ce que nous te devons? Qu'est-ce que la gauche, les écologistes, réunis pour une primaire, pour bien que notre pays ne bascule pas à l'extrême droite, qu'est-ce qu'on te doit et qu'est-ce qu'on doit surtout aux habitants de ta ville?
Merci. Alors oui, Mélissa Youssouf, je suis la nouvelle maire de Villepinte. J'ai été largement élue, presque 67%. Et ce chiffre, il est important pour expliquer ce qui s'est passé. Les gens avaient besoin ici, dans une ville dortoir, une ville qui est ni une ville très urbaine, ni une ville très rurale. C'est important pour la suite de mon propos. Et nous, on fait une campagne sur la convivialité, sur la festivité, sur certes l'éducation, mais la fête prend une place importante dans la campagne. La fête, le sport, le commerce aussi, parce qu'on est dans une ville qui a perdu ses commerces de plus en plus. On est une des villes qui est la plus mal notée du département sur les commerces de bouche notamment. Donc pour que ça puisse fonctionner, pour susciter de l'espoir, on a été naturellement sur ces sujets-là. Ce que la gauche doit à une ville comme la mienne, je dirais que c'est de la considération. La considération parce que, je le disais, on connaît les défenseurs du monde rural, on connaît les défenseurs du monde urbain, mais nos zones à nous, elles sont souvent un peu malmenées, beaucoup moquées, on se déplace mal, on mange mal, alors qu'on subit énormément les décisions nationales. On est globalement une ville de travailleurs pauvres, on travaille beaucoup, on a du mal quand même à s'en sortir. Et du coup, je dois le dire, le désintérêt de la chose politique vient du fait qu'on a l'impression que les gens s'amusent un peu à faire de la politique sans se rendre compte des conséquences directes qu'une absence d'alliance, par exemple, peut coûter à des habitants comme les nôtres. On a subi sur ce territoire-là, par exemple, la désindustrialisation. On a perdu l'usine PSA, on a perdu l'usine de Kodak, il y a un peu plus longtemps, mais la désindustrialisation nous a énormément coûté sur ce territoire-là. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que, et en tout cas, tu es la porte-parole de Marine Tondelier, je serai la porte-parole de ces territoires-là. Je veux porter cette parole-là, les faire davantage respecter dans le débat politique, qu'ils existent tout court, parce que on parle très peu de nous finalement, et alors je suis contente que Marine fasse cette soirée ici, parce que je pense qu'elle a compris que nos territoires comptaient. C'est des territoires qui ne sont pas très différents en plus de celui que tu connais d'Hénin-Beaumont. Donc il n'y a pas le RER. Le RER en moins, mais on a besoin d'élus qui comprennent nos territoires, d'élus qui se rendent compte qu'ici, il y a une partie de l'avenir de la France qui se joue dans des territoires aussi très jeunes. Et donc voilà, c'est ce qu'on nous doit, c'est ça, un peu de considération, beaucoup de respect et le sentiment d'exister et de compter. Voilà. Merci beaucoup Mélissa. Tu as parlé de sport dans ton introduction. La manière dont tu voulais faire campagne, c'était aussi autour du sport. Le sport qui doit être un lieu où on se rassemble plutôt qu'on se divise, ou un lieu où on célèbre des victoires plutôt qu'on se discrimine. Et c'est votre combat, Julien Pontès. Vous êtes porte-parole du collectif Rouge Direct, un collectif qui alerte depuis 10 ans sur l'homophobie, notamment dans un des sports les plus populaires en France, peut-être même le plus populaire, le football, où vous dénoncez non seulement des propos homophobes qui peuvent être tenus dans les stades, mais aussi par les joueurs eux-mêmes. Vous l'avez fait parfois avec beaucoup de solitude. Les écologistes ont toujours été en soutien de vos actions. Mais qu'est-ce que vous attendez spécifiquement de la gauche, des écologistes, et pourquoi est-ce que c'est si important que nous puissions gagner ? Oui, merci de cette invitation. Vous nous posez la question de ce que vous nous devez, et c'est une très bonne question. Je vais vous répondre. Nous, on pense que ce qu'on nous doit,
c'est la garantie du respect de toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs conditions sociales. Le football, c'est le sport le plus populaire de France. Ça devrait être une fête pour tout le monde. Mais il se trouve que l'injure homophobe est totalement banalisée dans le football à chaque semaine du championnat de France et aussi dans le football amateur. L'injure homophobe, c'est quand même un délit qui est puni d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que l'injure homophobe est totalement banalisée. Et sa banalisation, dans le sport le plus populaire de France, qui sature l'actualité médiatique, qui est un sujet de conversation dans tous les foyers, dans les établissements scolaires, etc. Cette banalisation de l'homophobie dans le football, elle infuse l'homophobie dans l'ensemble de la société. Et ça doit cesser. Et sur ce champ-là, comme sur beaucoup d'autres champs, la parole politique, elle a été très discréditée ces dernières années. On a pu compter sur le soutien des parlementaires écologistes. Ils étaient bien les seuls à signaler les délits d'homophobie dans les stades de football ces dernières années. On a été reçus par les ministres des Sports ces dernières années. Ils nous juraient sur le cœur que les choses allaient changer, que ce serait une tolérance zéro contre les faits discriminatoires dans le football, mais il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. Alors qu'est-ce qui se passe ? La colère, elle monte. La colère, elle monte quand on n'est pas respecté. La colère monte, y compris parmi les LGBT. Et on sait aussi que l'extrême droite instrumentalise toutes les colères, y compris les nôtres. Elle stigmatise les personnes. Soi-disant, les classes populaires seraient homophobes. Les joueurs de confession musulmane seraient plus homophobes. Enfin, qu'est-ce qui permet de dire ou de penser des choses pareilles ? Est-ce que ce n'est pas d'abord un problème de masculinisme ? On pourrait poser la question et on pourrait essayer d'y répondre. C'est un peu comme dirait Descartes, c'est un peu la chose du monde la mieux partagée, le masculinisme. C'est interclasse sociale, c'est interculture. Donc prenons les choses en face. C'est ce que nous demandons à la gauche. Prenons les problèmes en face. Cessons de mettre les choses sous le tapis. Nous attendons que les paroles soient tenues, que les engagements soient clairs et qu'ils soient tenus. Ça me rappelle une phrase d'Albert Camus que j'ai lue dans le livre de Salomé Saké, qui s'appelle « Résister », que je conseille beaucoup. Albert Camus, qui était un grand amateur de football, a dit « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est la protection de la minorité ». Cette phrase-là, j'aimerais aussi la mettre dans le débat à gauche et que cette phrase soit entendue et qu'elle donne lieu à des actions concrètes. Merci. Merci beaucoup, Julien. Je crois que Marine a envie de réagir. Oui, parce que vous tenez des propos forts qui me touchent beaucoup. C'est d'ailleurs aussi pour ça que vous avez été invité ce soir. On a mis des causes à l'honneur qui nous tiennent à cœur. Juste dire à Mélissa que le combat que tu as porté et que tu vas là endosser maintenant de maire d'une ville populaire, d'une ville pour laquelle on a besoin d'élus qui se battent, pas juste à Villepinte d'ailleurs, mais sur tout le territoire. Je suis hyper fière de ça. Je suis hyper fière que tu sois chez nous. Je suis hyper fière que tu aies gagné. J'y croyais depuis longtemps, mais maintenant tu l'as fait. Et la campagne présidentielle doit aussi servir à mettre à l'honneur ces territoires méprisés de la République. On a un livret de doctrines et de propositions qui sortira dédié aux territoires méprisés de la République, les quartiers populaires, les villes de banlieue, mais aussi les ruralités. Moi, le bassin minier du Pas-de-Calais, c'est encore une autre spécificité, mais c'est un peu la même chose. Les territoires de montagne, il y a plein de choses à en dire. Les territoires dits d'outre-mer aussi, évidemment. Et donc, on va se parler de tout ça bientôt et on sortira des propositions concrètes et répondre à Julien. On a souvent échangé à l'issue de matchs de foot, d'ailleurs, auxquels j'assistais parfois. Moi, j'ai vu, pour être supportrice de foot depuis très longtemps, depuis 1998, c'est normal, je soutiens le RC Lens. Et c'était l'année où j'étais en 6e à Lens. J'étais au stade il n'y a pas longtemps et quelqu'un a dit dans la tribune une insulte homophobe. Donc moi, tout de suite, je me dis, ça y est, c'est encore le moment où ça recommence. Et là, il y a 3 personnes qui sont retournées en disant, pas dans cette tribune, pas en de la cour, mais en fait dans aucune tribune. Et le mec a dit, non, pardon, c'est bon, je savais pas. Et je me suis dit, ça, je suis fière de ça. C'est quand même qu'on se bat pas pour rien, parce qu'il y a 20 ans, tout le monde aurait repris en cœur sans dire au mec, qu'est-ce que tu es en train de faire, ça va pas la tête. Et donc je me suis dit, je suis fière de ça. Et au-delà de l'homophobie dans le foot, dans les champs, dans les stades, etc., je pense qu'on doit se battre pour du sport inclusif, parce que moi, je croise beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap, par exemple, ils n'arrivent pas à avoir d'activité sportive parce qu'ils sont en situation de handicap. J'ai rencontré la fédération des centres LGBT, où il y a beaucoup de gens qui font du sport dans des clubs LGBT parce qu'ils disent, nous, on ne se sent pas des fois dans d'autres clubs. Donc il faut que tout le monde se sente à l'aise de faire du sport et puisse en faire sur tous les territoires, ce qui est encore un autre sujet. Et ça, on va se battre là-dessus aussi. Merci à vous deux pour vos interventions. Merci beaucoup. Je le garde.
Eh ben, je vais aller ensuite à une autre table. Merci à vous trois. Je crois que Marine, en fait, tu viens avec moi. Exactement. Merci. Alors, Marine, on parlait des territoires ultramarins, de la considération. Il y a des combats qui sont importants, notamment celui de Lilith qu'on va rencontrer là juste au comptoir. Lilith, c'est une militante anti-chlordécone. C'est une militante aussi pour la visibilité des femmes dans ce combat. Ça a été tout le sens de votre marche que vous avez entamée pendant plus de 20 jours. Et je l'embrasse parce que je ne l'ai pas vécu. Entre Saint-Brieuc et Versailles, ou Versailles-Saint-Brieuc, en tout cas, plus de 20 jours, vous avez marché et vous avez aussi porté cette invisibilisation de la position et en tout cas de la situation des femmes dans le combat contre le chlordécone. Vous le faites de votre place de diaspora, mais vous le faites aussi en solidarité avec les femmes qui sont touchées et qui ont été très très peu entendues par le gouvernement français et en réalité très très peu entendues aussi dans les modalités de réparation et elles ne le sont encore pas du tout actuellement et donc on a envie de vous entendre et de savoir en fait qu'est-ce que nous on vous doit, parce que vous on vous doit tellement déjà dans votre combat, mais qu'est-ce qu'on peut vous donner encore plus comme force, comme audience, mais aussi certainement comme engagement concret. Alors merci. Alors ce qu'on nous doit en tant qu'ultramarins, je pense que c'est une réelle santé publique qui soit mise en place pour les personnes ultramarines. Comme vous l'avez dit, oui, on est touché par le chlordécone. C'est une pollution qui dure depuis très longtemps et en fait qui va durer plus de 4000 ans. Ce qu'on nous doit, c'est une dépollution de nos sols. Ce qu'on nous doit, c'est de pouvoir avoir une agriculture saine, biologique, qui nous permette de manger sainement. Ce qu'on nous doit, c'est d'accompagner les hommes, les femmes et les enfants qui sont empoisonnés par le chlordécone. C'est quand même un produit qui est délétère et qui détruit les eaux, qui détruit le sol, qui détruit tout l'écosystème. Et justement, je suis avec aussi mon binôme André, qui a marché avec moi cet été. Et il a aussi beaucoup de choses à dire. Il reste énormément de choses à faire effectivement dans les territoires. La Martinique et la Guadeloupe particulièrement avec les problématiques liées au chlordécone qui ont été répandues au pied des bananiers. Et du coup, on a des sols contaminés, certes, mais l'eau est contaminée. Et par le biais du ruissellement, on arrive à la mer, les poissons sont contaminés. Donc tout ce qui pourrait nous servir pour avoir une forme d'autonomie ou d'autosuffisance alimentaire, on est incapable de l'avoir correctement. Tout est obligé de passer par la France et il y a une forme de captivité qui n'a plus lieu d'être. Il faut vraiment penser à basculer dans le vrai siècle dans lequel nous sommes et ne pas rester enfermé dans un passé qui n'a pas lieu d'être. Et pour le coup, on se dit, il y a des choses qui sont bien tombées. La charte sociale, ça commence déjà à réparer un certain nombre de choses, mais on attend encore l'application. Mais avec quel budget, quels moyens pour pouvoir justement permettre que ces choses-là puissent être réparées. Donc il y a une histoire aussi de réparation qui est importante et que visiblement, jusqu'à présent, je pense que la gauche peut porter ça. Les réparations qui sont nécessaires justement pour que cette citoyenneté ne soit pas à 2 vitesses, voire à quadruple vitesse, puisque nous sommes vraiment à la roue de secours, si on peut dire. Quand il s'agit des élections, on arrive au dernier moment pour dire on fera la bascule sans doute, ou on est content de venir chez nous, mais on aimerait bien que le regard qui soit porté sur les ultramarins, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des victoires, des belles courses et des combats qui sont gagnés sur les tatamis, mais nous sommes un apport substantiel à l'économie nationale, donc il n'y a pas de raison qu'on soit regardé différemment. Et justement, si je peux rajouter aussi par rapport à tout ce que tu as dit André, quand on parlait de santé publique, c'est aussi accompagner les malades réellement. Un rendez-vous au diététicien, c'est pas ce qui suffit à guérir du chlordécone. On a besoin, nous ici aussi, de maisons des malades pour accueillir les gens quand ils viennent se faire soigner en hexagone. Il n'y a pas de réel cordon sanitaire pour les personnes ici. Il y a très peu de lieux d'accueil, il y en a 6 à ma connaissance. Et je remercie les femmes d'Amazon Paris qui portent le combat. Mais nous, voilà, on a besoin de ça. Et ce que nous doit l'État, c'est, comme dit André, et on le dit avec Diaspora Solidaire, une réparation vraiment concrète. Une réparation des corps, une réparation des cœurs des personnes, une réparation du mental aussi. Parce que vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se demandant si un jour on va développer un cancer pour de la monoculture, de la banane et de la canne à sucre, ça paraît indécent en 2026 de se dire qu'on en est encore à là. Donc voilà, arrêter aussi la monoculture, c'est un vrai combat pour nous. Et je pense qu'on vous doit aussi des excuses, donc je vais le dire parce que moi j'ai découvert ces sujets quand je travaillais au Sénat, c'était mon premier boulot, je bossais sur les questions santé sociale pour les élus écolos
Et la chef pour qui je bossais, qui était sénatrice de Seine-Saint-Denis d'ailleurs, était la délégation Outre-mer. Et donc on se met pour les écolos à suivre tous les sujets et je découvre le scandale du chlordécone. On comprend quand même que ces substances, pour des raisons sanitaires, parce que c'était dangereux, on a fini par les interdire en hexagone, mais qu'on a en fait liquidé tous les stocks en Outre-mer où c'est resté bien plus longtemps permis et ce qui a empoisonné vos sols, tu l'as dit, pour des milliers d'années. C'est scandaleux. C'était en 2024, je suis allée en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. En Guadeloupe et en Martinique, j'ai vu à quel point le sujet était encore omniprésent et à quel point les élus sont démunis. D'ailleurs, Harry Rimel, qui était l'avocat du chlordécone à l'époque, est maintenant le maire de Pointe-à-Pitre. Il vient d'être réélu brillamment au premier tour et d'adhérer chez les écologistes. Donc on est très fiers de ça. On va pouvoir mener ce combat ensemble. En tout cas, on sera de votre côté. Et si je deviens présidente de la République, les excuses qu'on vous doit, elles vous seront données officiellement parce que c'est quand même assez scandaleux ce qui s'est passé. Et je dis aussi que j'ai rencontré Lilith, on ne se connaissait pas, dans un super colloque sur les cancers pédiatriques avec plein de parents, de familles engagées en lutte pour avoir la vérité, la justice, la transparence et la protection des suivants, des trucs assez simples sur lesquels l'État devrait s'engager. Et tu as tenu un plaidoyer hyper vibrant. Tu disais, mais vous avez sur la loi du plomb, vous avez 2 millions de signatures. Et nous, qui a signé pour vous? Qui s'intéresse? Tu te rappelles, tu étais très en colère. Et je suis allée te voir à la fin en disant, mais je suis tellement d'accord, on va en parler, on va travailler. Et ce soir n'est qu'une étape. Donc je te dis à très vite, Lilith. Merci. À très vite. Merci beaucoup à vous deux. Je garde le micro. Exactement, c'est ta mission. Et alors, Virginie Rion. Alors oui, pardon. Alors d'abord, on va parler aussi de biodiversité. Alors avec une vidéo, Alain Bougrain-Dubourg, qui est d'abord, on le connaît par la LPO, qui protège les oiseaux. La Ligue de protection des oiseaux. Exactement. Mais c'est aussi la protection de l'ensemble de la biodiversité. Commencer par les oiseaux, les hérissons, les macareux, et puis maintenant c'est toute la biodiversité. Exactement. Et alors moi, il y a un truc dans une dernière interview qui, je me suis dit, bon, si celles et ceux qui sont les tenants de la croissance et du macronisme, ils n'écoutent pas trop l'avenir de la biodiversité, il y a peut-être un argument qui va les faire changer d'avis. C'est qu'il y a 60% de l'économie mondiale qui dépend de la nature, de sa bonne santé. Donc en réalité, macroniste, tenant de la croissance, écoutez Alain, parce qu'il a beaucoup de choses à vous apprendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je dois rappeler que la LPO est apartisane, apolitique. Donc, je suis là pour vous apporter le message de notre association, singulièrement en matière de biodiversité. On fête cette année les 50 ans d'une loi fameuse, la loi de 1976, qui a permis de reconstruire un vivant qui était dans un état déplorable. À l'époque, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 6500. À l'époque, il restait 30 malheureux castors dans la vallée du Rhône. Aujourd'hui, il y en a plus de 30 000 et ils ont gagné quasiment le sud de la Bretagne ou l'Alsace. À l'époque, les faucons pèlerins agonisaient, victimes du DDT. Aujourd'hui, ils nidifient en plein Paris. Donc, on a progressé. Donc, ça démontre qu'on peut progresser encore. Sauf que depuis quelques années, il y a eu une stabilisation dans cette progression et même pire, on voit un désengagement aussi bien en France qu'en Europe. Alors, la recommandation de la LPO, elle est finalement assez simple. Nous vous demandons, nous vous prions d'écouter la science. Elle est là pour nous éclairer et on a la chance d'avoir 2 plateformes essentielles, le GIEC pour le climat et la IPBES pour la biodiversité. Ces plateformes sont passionnantes parce que non seulement elles font un état des lieux, mais elles recommandent à l'exécutif des stratégies pour rétablir un équilibre sur cette fragile planète. Premièrement, on écoute la science. Deuxièmement, on écoute le droit. Et le droit ne doit pas reculer comme on le constate aujourd'hui, où il y a des élus qui tout simplement méprisent publiquement des textes votés au Parlement. Comment on peut s'accommoder du ZAN, zéro artificialisation nette? On est en train de perdre 20 000 hectares chaque année et certains nous disent que non, on va continuer à dérouler le béton et l'asphalte. Alors nous, on n'est pas rétrograde, on peut comprendre
qu'il faut continuer de construire, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Donc, le droit et la science. Et puis, la priorité, c'est évidemment une agriculture intensive avec son cortège chimique dont on connaît les effets pervers. Il faut en finir avec ce système. C'est la recommandation de la LPO. Il faut retrouver des eaux buvables. C'est quand même la moindre des choses. Et puis, ZAN, je viens d'en parler, mais je pourrais vous parler des haies. On perd près de 20 000 kilomètres par an de haies, malgré tous les engagements. Et enfin, et surtout, parmi tant d'autres choses, il faut reconquérir des espaces à protéger. La protection forte en France n'est pas de niveau. On a un engagement au niveau européen qui est de 10% minimum. On est à moins de 5%. Il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec la capacité d'avoir des activités préjudiciables à la biodiversité dans des réserves naturelles nationales. Les civelles qui sont à l'agonie actuellement, qui figurent sur la liste rouge de l'ICN, on peut les pêcher dans une réserve naturelle nationale. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Voilà. Tant de choses à vous dire. Globalement, pour conclure, je voudrais dire que la prise de conscience est avérée sur la question climatique. Elle ne l'est pas du tout sur la biodiversité, qui reste sur le bord du chemin. Il y a peut-être une explication. Pour le climat, on voit les effets délétères qui s'accélèrent, qui s'intensifient. Pour la biodiversité, est-ce que ça va changer notre quotidien si disparaissent l'outarde capetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann? Voilà, on a un regard égoïste, utilitaire, et c'est pour ça que on méprise le vivant qui nous entoure. Est-ce qu'on pourra vivre longtemps hors sol? Voilà, merci de faire au maximum pour essayer de redonner du souffle au vivant. Alors avec Alain, on a parlé de la biodiversité et en fait, en réalité, on a une seule santé, celle de notre planète. Elle a aussi une incidence très concrète sur la santé des femmes, souvent, mais aussi la santé des hommes, sur des questions de fertilité. Quand on a plus de pesticides dans notre agriculture, c'est aussi des effets sur la fertilité des couples et c'est important pour Marine, mais c'est aussi important pour vous, Virginie Rio. Vous avez fondé en 2013, il me semble, le collectif BAM et qui permet d'accompagner non seulement des familles qui sont concernées par l'infertilité dans leur parcours, mais aussi dans leur plaidoyer. Est-ce que vous pouvez nous en parler et qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller encore plus loin, pour vous accompagner et surtout donner de la parole aux personnes concernées? C'est important lorsqu'on parle de fertilité, plutôt que d'avoir des injonctions martiales au réarmement démographique, d'écouter les personnes qui souhaitent avoir des enfants ou ne le souhaitent pas, en tout cas celles et ceux qui ont envie de parler de fertilité en France. Je vous remercie. Alors vous avez oublié des gens, c'est les bébés en fait, parce qu'on fait des enfants, on fait des bébés pour l'avenir de l'humanité et on espère que l'avenir soit meilleur pour les bébés qu'on porte et qu'on va faire naître. Donc c'est vrai que notre thème, c'est la question de l'infertilité. Et malheureusement, on constate qu'il y a une augmentation globale et mondiale de l'infertilité et que l'impact environnemental, il est très important. On a du mal à l'évaluer scientifiquement parce que les chercheurs ont besoin de groupes témoins et de groupes qui ne soient plus, qu'on va pouvoir étudier, sauf qu'il n'y a plus de groupes témoins. Parce qu'on est tous épargnés de la pollution. Non, on est tous pollués et les bébés naissent déjà pré-pollués. Parce qu'il y a par exemple, les plastiques passent la barrière du placenta et on retrouve des plastiques dans le placenta des enfants. Donc il y a pour nous qui voulons avoir des enfants et qui essayons d'en avoir, et voilà, on est confronté, que ce soit à l'infertilité masculine ou l'infertilité féminine, à cette espèce de vie un peu étrange où on sait qu'il faut qu'on change plein de choses. Et en même temps, en face, la politique, le social, la manière dont on produit, l'économie, ne vont pas dans ce sens-là. Tout va dans le sens d'augmenter, d'aggraver les difficultés, alors qu'on est presque les témoins de la réalité. C'est que l'espèce humaine, elle est menacée par tout ce qui impacte la fertilité et qu'il y a une seule planète, une seule espèce humaine, et il faudrait qu'on en prenne beaucoup plus soin
Et c'est quelque chose qui est compliqué pour nous parce que on essaye d'avoir des enfants. En même temps, on est dans une période où ce sujet n'est pas forcément très bien vu pour différentes raisons. Parce que justement, on nous dit on est trop sur la Terre. Bah non, on n'est pas trop sur la Terre parce qu'à un moment donné, les courbes épidémiologiques faisaient qu'on allait sur beaucoup d'humains. Et là, maintenant, les courbes sont en train de s'inverser parce qu'on fait moins d'enfants et les personnes qui veulent avoir des enfants ont des difficultés à en avoir. Donc nous, ce qu'on attend des politiques, on attend beaucoup de choses. En France, on est concernant la prise en charge médicale de l'AMP, on est dans le top 4 au niveau européen. On est pris en charge à 100%, les femmes seules peuvent accéder à l'AMP, les couples de femmes, on peut faire des FIVIXI, des inséminations, du don de gamètes. Mais aujourd'hui en France, on transfère des embryons à des femmes qui ont fait des injections, qui sont passés au bloc pour qu'on aille chercher leurs ovocytes. On leur transfère des embryons qui n'ont pas de potentiel implantatoire. Parce qu'en 2021, le gouvernement n'a pas voulu ouvrir un peu plus et autoriser par exemple le diagnostic préimplantatoire des embryons aneuploïdes, n'a pas voulu autoriser l'AMP post-mortem, n'a pas voulu moderniser en fait l'AMP en France. On est sur une AMP qui existe depuis les années 80, mais on est sur un système qui a besoin d'être modernisé, amélioré, qui a besoin de permettre que les diagnostics se fassent mieux, que les thérapeutiques soient différentes, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu fou, c'est qu'on est infertile, on prend des hormones, sauf que les hormones, on les relargue dans nos urines, et donc on est dans un espèce de cercle complètement fou, où pour essayer de faire des bébés, on doit prendre des hormones, mais cette action-là, elle produit aussi une problématique hormonale. Donc il y a vraiment pour nous une urgence de considérer que c'est une seule santé, la fertilité, la santé environnementale. Et les politiques ont un grand rôle à jouer pour moderniser tout ça. Pour les conditions de prise en charge, on s'est vu cet après-midi en rendez-vous parce que tout à fait. Vous ne connaissez pas, on s'est contacté dans l'actualité récente. Voilà. Et donc il faut savoir, en Guyane par exemple, je fais le lien avec les territoires d'outre-mer, il n'y a pas de parcours possible. Donc imaginez, les gens ils doivent venir quasiment 1 mois, 2 mois à Paris, en hexagone pour se faire suivre. C'est pas accessible à tout le monde, il faut prendre des congés, même parfois arrêter son travail. On sait aussi qu'il manque de dons de gamètes, donc on en profite pour faire la pub. Oui, donnez messieurs, vos gamètes. mesdames, donnez vos gamètes. Et il manque aussi beaucoup de gamètes pour les personnes racisées, où les listes d'attente sont encore plus longues. Et il y a des endroits sur le territoire où les gens font 3 heures de voiture, ou ont 18 mois d'attente pour avoir accès au parcours. Donc on va se battre pour améliorer tout ça. Okay. Merci. Et surtout, on va en parler, c'est déjà pas mal, oui, pour oui, lutter oui. contre la solitude des personnes concernées. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre et aller vers une autre table. Une table, si j'arrive à l'atteindre, où ils sont installés, je crois déjà assis, en train de discuter, en train de manger. Alors, on va échanger. Voilà, Marie, tu t'assois ici, je m'assois là. Ça nous fait une petite pause. Et alors, on va commencer par Marianne et Clément. Vous êtes les responsables des jeunes écologistes. Et alors moi, j'ai un truc à vous dire. C'est que les jeunes écologistes, vous êtes peut-être... Alors je ne sais pas si vous savez, donc, les partis politiques ont l'habitude d'avoir des organisations de jeunesse. Et moi, je trouve que vous êtes souvent plus intelligents que les organisations des partis eux-mêmes, notamment au regard de l'union de la gauche et des écologistes. En fait, vous le faites vachement mieux que nous. Donc peut-être que ce qu'on vous doit, c'est vous de laisser la place pour organiser la primaire. En tout cas, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Peut-être bougez-vous, faites-le vraiment, allez le dire aux copains. Et puis aussi, il y a la parole de la jeunesse, mais on n'a pas envie de vous entendre que sur les politiques de jeunesse, parce qu'en fait, cette planète, elle vous concerne et vous allez l'habiter plus longtemps que nous. Donc c'est à vous aussi d'être au centre du jeu. Tout à fait. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, je pense. Nous, on est là effectivement pour parler de jeunesse, mais pas que, parce que la jeunesse, c'est une génération qui a des loyers impossibles à payer. On sait que quasiment un étudiant sur 4 a moins de 100 € pour vivre après avoir payé son loyer. C'est une jeunesse qui ne peut pas étudier, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop sélectif. C'est une jeunesse qui aussi va vivre le réchauffement climatique. On est la première génération qui va vivre le réchauffement climatique, pour de vrai. La dégradation des services publics, alors que nous, les jeunes, en fait, on est une génération comme les autres. C'est-à-dire qu'on étudie, on travaille, on s'engage pour notre société, une société qui ne nous le rend pas forcément, une société qui nous dit vous allez moins bien vivre que vos parents. Alors derrière ça, notre aspiration elle est assez claire, assez simple, on veut une société durable,
On veut une société juste, on veut une société stable, qui pense à nous, qui pense aussi à ce qu'il y aura après ceux qui sont au pouvoir. Quand on regarde les politiques actuelles, à gauche, on y répond plutôt bien, individuellement, mais on voit que sans union, on n'y arrive pas. Alors moi, j'ai pas vécu 2002, j'étais pas né, mais par contre, je me souviens très bien de 2017, je me souviens très bien de 2022, et donc il y a une solution, c'est l'union et la primaire. Bah, c'est vrai que la responsabilité de notre génération, elle est claire. C'est empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et pour ça, il y a une seule solution, ça on le sait, on le porte, c'est l'union de la gauche la plus large possible. Cette question-là, justement, de l'union de la gauche, avec les jeunes écologistes, on la porte depuis longtemps. Et on la porte pour de vrai, sur le terrain, en créant vraiment du dialogue avec nos partenaires, que ce soit justement les organisations politiques, mais aussi associatives, ou encore syndicales, qui, elles aussi, demandent l'arrivée en fait, au pouvoir de la gauche. Notre génération n'a jamais pu faire une choix de cœur justement à ce second tour, que ce soit en 2017 ou en 2022. Pour la majorité, on a fait barrage. Il y en a marre. C'est aussi ça qui a fait s'éloigner des urnes aussi une bonne partie aussi de personnes de notre âge. Nous, avec les jeunes écologistes, on va continuer à porter cette question-là de la primaire parce qu'on le doit aussi pour des questions démocratiques. Faire la primaire, c'est aussi montrer que concrètement, on sait mettre en place un moyen démocratique justement de choisir qui va porter la voix de la gauche au sein de ces élections-là. Il faut sortir justement de ce carcan de quelqu'un qui arriverait comme ça, tomber du ciel et qui pourrait comme ça nous tous nous incarner d'un coup d'un seul. Le peuple de gauche a le droit de choisir, la jeunesse a le droit de choisir. Pour ça, il ne faut pas mettre la jeunesse de côté. On ne doit pas juste se dire on va faire à côté de la jeunesse ou la jeunesse va suivre. Il faut faire avec la jeunesse concrètement, lui donner droit à la parole, que ce soit sur les questions justement jeunesse forcément, mais comme tu disais Léa, aussi sur les questions autres, que ce soit climatiques, environnementales ou encore sécuritaires. En bref, le droit à la parole à tout. Pour ça, nous, on se tiendra évidemment aux côtés de Marine justement pour cette primaire, mais on sera aussi à côté pour pouvoir faire en sorte, pour pousser justement à avoir quelque chose de plus large possible avec tous les partenaires associatifs et syndicaux. C'est très très clair comme méthode aussi. Alors Rania, tu vas prendre le micro. Alors Rania, ici c'est un peu la famille. Et je sais que c'est important pour toi aussi ce mot famille, parce qu'en fait tu as créé une famille politique qui défend les enfants placés. Une famille politique qui les protège, qui leur donne la parole. Et ça a été le sens de ton engagement, de ton premier engagement. Tu l'as fait avec tes combats, ta conviction, ta participation à tous les collectifs. Et maintenant, tu le fais aussi avec ton écharpe de conseillère de Paris. Depuis le 22 mars dernier, c'est une immense fierté que tu puisses porter cette écharpe pour non seulement porter ces sujets, mais tous les autres sujets que tu as envie de porter. Parce que quand on rejoint la famille écologiste, en fait, on est le bienvenu pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour porter justement cette question de la protection des enfants. Tu étais à la fin de la trêve hivernale déjà avec ton écharpe sur le terrain pour empêcher que des enfants soient mis à la rue. Tu l'as fait très concrètement. On voit cette action, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être véritablement à la hauteur ? Merci beaucoup, bonsoir à tous. D'abord, moi je suis ravie de rejoindre cette famille, moi qui en ai peu eu dans ma vie, donc c'est aussi l'honneur de ma vie. Et plus concrètement, on doit protéger les enfants. Pour protéger les enfants, il y a un mot qui est très simple qui s'appelle le service public. Moi je le dis souvent que je suis l'enfant du service public, mais il y a beaucoup de petits frères et petites sœurs qu'on a laissés. Et puis j'ai envie de dire aussi à ces responsables de gauche qui aujourd'hui viennent nous dire que la gauche elle est irréconciliable. C'est peut-être vos égos qui le sont. La gauche, elle l'est pas, d'abord. Ça, c'est le premier élément que je voulais leur dire. Et puis, plus concrètement, on n'a pas le temps. L'urgence est là. On doit protéger les enfants. En fait, la réalité, elle est très simple. C'est qu'un enfant est violé toutes les 3 minutes. Est-ce que ces enfants-là ont le temps d'attendre que les égos de tout à chacun se mettent en place ? La réponse est non. Plus concrètement, un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les 5 jours. Les anciens enfants placés à l'âge de 18 ans se retrouvent à la rue. Je pense qu'avec ces 3 éléments-là, je suis désolée, on n'a pas le temps. Et puis tous ceux qui viennent aujourd'hui de me dire moi, je ne suis pas de cette gauche-là, écris un livre, fais des conférences, et puis tu nous fous la paix. Et franchement, moi, et bien sûr, d'abord, on ne l'achètera pas. Et en fait, ici, c'est l'action, c'est la vie de tous les jours. En fait, juste, il faut se rendre compte, et tu as raison de le dire. Moi, mes sujets, c'est d'abord les enfants, mais pas que. Il y a aussi le service public, l'importance de le garantir. Je ne serais jamais là s'il n'y avait pas eu ce service public. Et pour aller plus loin, juste que ces hommes
pardon, mais c'est beaucoup d'hommes aujourd'hui en politique qui ne veulent pas de cette union. En fait, il faut juste leur dire qu'il y a des gamins qui mangent un seul repas et c'est souvent celui de la cantine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se regarde et puis et si eux c'est des losers qui ont accepté l'idée qu'on soit plus au deuxième tour depuis quelques années, c'est leur problème. Mais moi je vais être très claire dès aujourd'hui, si d'ici un an on n'a pas un candidat pour la gauche, le lendemain tous les responsables politiques à gauche ils dégagent et ils laissent la place à ma génération pour travailler. Parce que moi je suis désolée, j'aime pas tout le monde. Je suis au Conseil de Paris, est-ce que j'apprécie tout le monde? La réponse est non. Pour autant, je m'assois. Mais la réponse, en fait, on n'est pas en politique pour se faire des amis. On est en politique pour changer la vie des gens. Et si on n'a pas conscience de ça, eh ben on part. Et en fait, la gauche doit revenir. C'est pas un mot juste comme ça. En fait, la gauche, elle défend la dignité des gens. Elle défend le service public. Elle défend à ce que les gens puissent juste vivre. Parce qu'en fait, beaucoup de Français aujourd'hui survivent. Et donc, en fait, c'est pas juste un mot anodin comme ça. Donc, au travail, un candidat ou une candidate pour ma part. Et puis, il faut y aller, il faut travailler. Et puis, de toute façon, en vrai, là, on essaie de vous le dire gentiment. À un moment donné, on va vous forcer. Merci beaucoup. Alors, je crois que ce serait pas mal en porte-parole aussi. Porte-parole de la nécessité de l'union de la gauche. On a une vidéo que vous allez pouvoir regarder. Alors, je monte là, mais je ne sais pas dans quel sens pour nous, elle est là. Voilà, pour nous, elle est là. C'est Nassurdine Haïdari qui est le responsable président, merci, du CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Et en fait, il porte un plaidoyer pour la représentativité des personnes noires. On l'a vu, la question de la négrophobie, elle a bousculé juste après l'élection municipale. On a vu une négrophobie sans limite, être exposée dans le débat public avec des fake news, la reprise sur les médias de Bolloré. Et donc si on n'a pas des personnes qui défendent les personnes noires et qui luttent contre la négrophobie, eh bien je crois qu'on n'est pas à la bonne hauteur du combat qui est le nôtre, et c'est la raison pour laquelle on avait très envie de l'écouter, et je vais lui laisser la parole. Nassurdine Haïdari, président du Conseil représentatif des associations noires de France. Comme vous le savez, ces dernières semaines ont été très difficiles pour les populations noires de France. Ce que j'attends pour 2027, c'est que nous soyons à la hauteur de nos espérances et que plus jamais en France, un maire ou une mère noire ne puisse être comparé à un singe ou à une guenon. Nous vivons malheureusement des moments très difficiles, mais ces moments très difficiles ont été emmenés, accompagnés par des médias qui, jour après jour, nous ont tendu des pièges collectifs pour diviser et séparer la population française. Ce que nous voulons, c'est un large rassemblement. Ce que nous voulons, c'est faire revenir l'espoir. Et à travers les écologistes et l'ensemble de la gauche, et Marine Tondelier, travailler pour qu'enfin cet espoir renaisse. Oui, nous, dans les quartiers populaires, nous n'avons pas 2 ou 3 vies. Nos vies sont comme vous. Elles sont courtes et elles sont aussi précieuses. Alors, débrouillez-vous. Débrouillez-vous et créez les conditions du rassemblement pour gagner l'élection présidentielle de 2027. Eh ben, je crois qu'avec cette exigence, je crois qu'avec cette exigence hyper forte qu'on vient d'entendre, j'ai envie de me tourner vers toi, Laura Slimani. Tu es une ancienne adjointe écolo à Rouen, tu es une militante féministe, tu as été porte-parole de la campagne de Benoît Hamon, peut-être que tu pourras me donner des conseils de porte-parole également, et tu travailles pour la Fondation des femmes. Dans les droits qui reculent, il y a bien sûr la question des personnes racisées en France, parce qu'on le voit, le débat public est horrible, mais il y a aussi la question du droit des femmes. Ce droit des femmes, il est menacé quand l'extrême droite arrive au pouvoir. On l'a vu en Italie avec Giorgia Meloni, c'est pas parce qu'on a une femme présidente que les femmes sont défendues. On l'a vu en Hongrie avec Viktor Orban, où par ailleurs, ils n'ont jamais eu un plan de fertilité aussi important, et la fertilité n'a jamais été aussi basse que depuis 1945 en Hongrie. C'est vous dire que quand on laisse la fertilité à l'extrême droite, ça se passe pas bien non plus. Tu portes l'ambition d'une politique féministe. Alors qu'est-ce que la primaire peut faire? Qu'est-ce qu'une candidature, celle de Marine, peut faire pour l'ensemble des droits des femmes?
En fait, ce que je voudrais peut-être commencer par dire, c'est que je trouve qu'il y a une forme de privilège aujourd'hui dans la posture qui consiste à se dire qu'on peut se permettre d'avoir une démultiplication de candidatures à gauche en 2027. Parce que ceux qui aujourd'hui font cette stratégie, ce n'est pas ceux qui vont subir les conséquences d'avoir soit la reconduction de ce pouvoir macroniste, soit ou autre, ou de droite, soit l'arrivée du RN au pouvoir, qui est quand même effectivement une vraie menace. Et donc oui, je pense que c'est une forme de privilège que de se permettre cette division qui va mener forcément à une défaite collective. Parce qu'effectivement, les femmes, et c'est d'elles que j'ai envie de parler, parce que c'est le combat que je porte depuis des années, que j'ai porté à la ville de Rouen et que je porte aussi aujourd'hui dans mon travail. D'abord, c'est certain, et tu l'as dit en Hongrie et dans tous les pays où l'extrême droite a été au pouvoir, les droits des femmes ont reculé. On peut parler des États-Unis aussi, on peut parler de l'Argentine. C'est consubstantiel à leur matrice qui est celle de hiérarchiser les personnes selon leur nature supposée et de leur attribuer des caractéristiques, etc. Et notamment une hiérarchisation entre les hommes et les femmes. Et donc même si aujourd'hui, évidemment, ils se cachent, parce qu'il ne faut pas oublier que la population française, elle se dit majoritairement féministe, et ça, c'est une chance. Et encore plus la jeune génération, mais derrière, et on voit bien tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux et ailleurs, il y a une vraie stratégie de reprise en main justement de cette société qui devient de plus en plus égalitaire et qui les dérange beaucoup. Et contre laquelle, évidemment, ils vont se battre. Et puis, je pense aussi à toutes ces femmes étrangères en France ou à ces femmes racisées, à ces femmes musulmanes qui subissent déjà beaucoup de racisme et qui, demain, risquent de subir une forme de racisme d'État exacerbé avec, en étant privées de l'accès aux droits sociaux, de l'accès à une protection quand elles ont été victimes de violences, de l'accès à la santé pour se reconstruire si elles ont été victimes d'excision, par exemple. Et voilà, ça, c'est des cas très concrets qui, demain, vont se poser avec aussi tous les enfants qui sont dans ces familles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les familles monoparentales, quand on dit famille monoparentale, on parle à 85% de femmes seules avec enfants. Et donc, pour celles qui sont étrangères, ça sera aussi moins de droits pour leurs enfants, pour leurs familles et pour elles. Et une vie qui va être, des vies en tout cas qui vont être brisées. Et ça, moi, je ne peux pas l'entendre et je ne peux pas entendre qu'on mette ces vies-là dans la balance avec les égos de certains qui ne veulent pas à un moment donné essayer de se rassembler et de rendre autre chose possible. Et puis l'autre truc que je voudrais dire, c'est que en plus, on ne peut pas non plus se permettre de se maintenir dans la situation actuelle. Là, je regardais juste avant, entre le 28 mars et le 31 mars, il y a eu 5 féminicides en France. C'est-à-dire que c'est plus d'un par jour. Et donc, c'est Olivia, Delphine et 3 autres femmes dont on ne connaît pas le nom. Elles ont perdu la vie parce qu'on n'a pas mis les moyens, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan politique, institutionnel, pour juste leur permettre de vivre, en fait, et de quitter une situation de violence dans laquelle elles étaient. Et en fait, on n'a pas le droit de laisser de côté ces enjeux. On n'a pas le droit nous, on n'a pas le temps ni le luxe. Et c'est ce que disait la copine juste avant qui parlait des enfants placés. C'est pareil, en fait, les femmes victimes de violences et toutes les femmes, on peut pas se payer le luxe d'attendre, d'avoir un pouvoir peut-être dans 5 ans, peut-être dans 7 ans, peut-être on ne sait pas quand, en fait. C'est maintenant, en fait. C'est maintenant, on a cette possibilité-là. Et il faut absolument la saisir, quoi. Donc c'est ça que j'ai envie de dire ce soir, et c'est pour ça que il faut cette primaire. Et peut-être si j'ai juste une minute pour dire un autre truc, on a beaucoup parlé ces derniers temps du racisme qu'ont subi des maires noirs élus suite à cette élection, élus justement, et on a besoin de se réjouir et on doit se réjouir qu'enfin il y a un peu plus de représentativité parmi les maires de France, notamment dans des quartiers où cette représentativité, pour le coup, cette diversité, cette représentativité, elle est là dans la population et elle n'était pas dans les mairies. Et par contre, on parle assez peu du fait qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont maires de grandes villes après cette élection en France. Et moi, ça m'inquiète. Il y a beaucoup aussi d'élus qui, comme moi, décident de quitter la politique parce que c'est un monde qui... En tout cas, en ce qui me concerne, et je pense que ça concerne aussi les femmes dans le monde politique aujourd'hui, c'est un monde qui est de plus en plus violent, qui est de plus en plus polarisé, dans lequel même à gauche, l'objectif aujourd'hui, c'est de se distinguer de l'autre, voire de s'opposer à l'autre, en fait. Et je pense que cette violence, elle s'abat plus violemment sur les femmes, parce que ces violences sexistes, elles existent dans le monde politique, elles structurent le débat politique.
et que les femmes, elles sont aussi, en tout cas moi je me mets dans ça, parce que de la manière dont on a été socialisé, ces violences-là, elles sont pas, moi en tout cas je les refuse en fait, et je veux pas les accepter dans ma vie politique, en plus que dans l'ensemble de ma vie et dans la vie quotidienne. Et je pense que cette politique, la primaire, ça peut être aussi un acte de réconciliation, de rassemblement, de faire un peu de la politique autrement et de se dire, en fait, on est dans le même camp. On veut un monde qui soit plus juste, un monde qui soit vivant, qui reste vivant, et dans lequel on s'occupe des gens. Et ça, ça devrait nous rassembler. Et ça pourrait aussi peut-être amener des femmes et plein de monde à la politique, parce qu'en fait, on en a un petit peu marre de cette violence dans le débat politique aujourd'hui. Merci. On en a marre, mais on a de l'espoir. Mais on a plein d'espoir. Sinon, on ne serait pas là. Exactement. Marine, c'est à toi de prendre la parole désormais. Et peut-être qu'on va inviter toutes celles et ceux qui sont dans ce bar de pouvoir nous rejoindre. Alors non, attendez, on me dit qu'il y a une dernière vidéo. Oui, il y a une vidéo. Eh bien oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, voilà, une dernière vidéo. C'est Amine. C'est Amine. Eh ben, écoutez, pour moi, c'est important de me lever pour la lance-le, vidéo d'Amine Kessassi. Donc, Amine Kessassi, beaucoup ont entendu tragiquement l'histoire de sa famille, connaissent peut-être son visage et son nom. C'est un nouvel élu écologiste. Il a failli devenir député européen, député. Et là, je crois qu'on est très très fiers qu'il porte l'écharpe dans la ville de Marseille pour porter ses combats, celle de la lutte contre le narcotrafic, de la justice pour l'ensemble des familles. Et je suis très très heureuse qu'on puisse aussi faire entendre sa voix. Je me lève parce qu'en fait, c'est aussi quelqu'un pour lequel nous devons une personne pour laquelle nous devons énormément de respect. La République lui doit beaucoup, les écologistes lui doivent beaucoup, et je suis très heureuse qu'il puisse conclure cette première série de prises de parole. La sécurité est un sujet dont beaucoup veulent parler, dont beaucoup de politiques veulent se saisir, que la droite essaye d'instrumentaliser, que l'extrême droite essaie de faire peur aux gens pour justement gagner des élections sur l'insécurité. Et face à cela, nous, la gauche, les écologistes, on devra avoir une réponse forte. Une réponse parce que il y a des gens aujourd'hui qui dépendent de ça. Des gens aujourd'hui qui, dans les quartiers populaires, voient leurs enfants, leurs proches, leurs frères tomber sous les balles. Parce que ce pays s'est endormi face à une vague brune, et aujourd'hui il se réveille et ce pays est envahi partout par les ravages du narcotrafic, partout par ces enjeux d'insécurité. Et pour cela, il va falloir que la gauche se ressaisisse de ces sujets de sécurité, que nous n'ayons pas peur d'affirmer qu'en pied d'immeuble dans les cités, il faut faire de la prévention, il faut faire de la médiation, il faut de la justice sociale, il faut de la justice. Et que par contre, au sommet du spectre du grand banditisme, chez ceux qui sont à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en Thaïlande, ces personnes, il va falloir faire preuve de la plus grande fermeté, de la plus grande répression, parce que ces personnes sont celles et ceux qui commanditent les meurtres, sont celles et ceux qui, depuis l'étranger, vivent très bien des milliards que gangrène le narcotrafic. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir des actions de justice sociale, des actions de médiation, des actions de prévention. On a besoin d'avoir le retour des services publics. On a besoin d'avoir des politiques de transport. On a besoin de réparer ce qui est cassé. Et pour réparer ce qui est cassé, on a besoin d'allier la justice sociale et la sécurité. Et il faut que nous, à gauche, et les écologistes, nous n'ayons pas peur de prononcer ces mots de sécurité, pas peur de travailler avec la police, pas peur de prôner le retour de la police de proximité, parce que nous n'avons aucune, et je dis bien aucune leçon de morale à recevoir de celles et ceux qui sont les amis de Nicolas Sarkozy, qui a détruit la police de proximité, qui est celui qui a conduit la situation que nous connaissons aujourd'hui dans nos quartiers. Enfin, en bref, il faut agir sérieusement, il faut agir vite. Les vies humaines dépendent de cette action. Et pour l'élection présidentielle, je serai aux côtés de celles et ceux qui prendront la parole sur ces sujets, de celles et ceux qui auront des réponses sérieuses, des réponses faites avec les gens en matière de sécurité, parce qu'il y a un grand enjeu d'action immédiate. Et donc, je veux vous dire merci pour votre engagement, merci pour vos travaux ce soir, et travaillez bien. Eh bien, merci beaucoup, Amine. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette belle soirée. C'était intéressant ou pas ? Voilà. Alors, cette soirée, elle s'appelle « Ce que nous vous devons ».
Donc on a entendu plein de gens qui disent vous nous devez ci, vous nous devez ça, et vous avez parfaitement raison, et on aurait pu en entendre des centaines de plus, des milliers de plus, parce qu'il y a dans ce pays des personnes qui, parce qu'elles votent pour nous ou parce qu'on se bat pour elles, attendent une seule chose, c'est qu'on soit à la hauteur en 2027. Est-ce que c'est bien parti ? Alors là, on a le côté optimiste de la salle. Je vous dirais pas vraiment. Je pense qu'il faut quand même qu'on se dise que c'est dur en ce moment. Alors vous êtes à Villepinte, vous venez de gagner la ville, vous êtes à fond, super pour vous. Mais la réalité, c'est que quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce qui se passe en France, quand on voit ce qui se passe dans la gauche, quel enfer, quoi. Quel enfer. Est-ce qu'on va se résigner ? Ça, c'est bien mal nous connaître. Donc, on a un plan, et avant de vous parler de la méthode, moi j'en peux plus de la gauche qui parle de la gauche à la gauche toute la journée, on a l'impression qu'on doit parler que de méthode tout le temps. Je vais d'abord vous parler des idées de ce qu'on va faire, parce que dans ce pays, on n'en peut plus du mépris. Du mépris. Moi, c'est ça que je ressens depuis que Macron est au pouvoir, et petite confidence, je le sentais aussi avant. Je viens d'un territoire où le jour de ma naissance, j'avais déjà 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien, juste parce que j'étais née là, voilà. Et c'est vrai que le parisianisme, l'élitisme, il y a un truc qu'on sent quand même dans ce pays qui est méprisant, il faut le dire. Et donc nous, au mépris de ces dirigeants, on va leur opposer de l'empathie, de l'insympathie, et je pense que c'est l'état d'esprit qu'attendent les Français, qui habitent sur des territoires qui se sentent méprisés, qui se sentent parfois seuls eux-mêmes, des enfants. On dit parfois la société elle est abîmée, mais derrière beaucoup d'adultes abîmés, il y a des enfants qui ont été maltraités en fait. Il y a des chiffres terribles qui ont été donnés. On va en donner un autre, c'est qu'un enfant sur 2 qui relève de l'ASE, donc c'est déjà des enfants qu'on a mis à l'aide sociale à l'enfance pour les protéger parce qu'ils avaient besoin d'être protégés, et un enfant sur 2 dans l'ASE est victime de maltraitance au sein de l'ASE par l'institution qui était censée la protéger. Voilà. Et donc quand j'entends les politiques dire oui, on va retirer les allocations familiales aux parents voilà, dont les enfants sont délinquants parce que ça veut dire qu'ils s'en occupent pas bien, moi je me rappelle avoir dit un jour à Gabriel Attal qui était dans son bureau de Premier ministre, qui recevait les forces politiques en prenant ses fonctions, j'avais dit mais alors vous êtes en charge de l'ASE, dis donc, il va plus vous rester beaucoup sur votre compte quand on va vous reprendre tout ce que vous devez parce que vous occupez mal des enfants si on suit votre théorie. Je me rappelle en avoir parlé avec Amine Kessassi aussi. Amine me disait, moi typiquement, j'ai un frère qui a déconné. Ma mère, elle appelait la police en disant, mon fils Brahimi, il est là-bas, vous allez le chercher. Il est tombé dans la drogue. Et la police dit, non, on va pas aller chercher votre fils comme ça. Et donc elle disait, faites quelque chose, mon fils. Et typiquement, la maman d'Amine, si on lui avait repris les allocations familiales, est-ce que Amine aurait pu faire des études de droit pour être avocat ? Est-ce que son deuxième fils aurait pu aspirer à être policier ? Est-ce que sa fille serait militaire dans l'armée ? Je ne pense pas. Mais lui, il me dit, tu vois, moi, je suis l'exemple du fait que j'aurais été punie par un État qui stigmatisait toute la famille, alors que l'un d'entre nous avait déconné, mais avait déconné. Peut-être que c'est plus facile de déconner, on a plus de chances, de risques de déconner quand on est né et quand on vit dans ce quartier abandonné de la République que quand on en est dans les beaux quartiers, comme beaucoup de gens qui nous gouvernent. Donc ça, on va se battre là-dessus. Donc solitude, enfance, territoire méprisé de la République, c'est des combats qu'on va mener. Et puis, plus largement, on veut une primaire, je vais en parler, mais on ne veut pas une primaire pour vouloir une primaire. On veut y porter des idées fortes. Moi aussi, j'ai un cap, et moi aussi, il est très très clair. Et ce cap, c'est l'écologie. C'est l'écologie parce qu'on a besoin d'une politique féministe, Laura Slimani l'a dit, une politique féministe du vivant. C'est-à-dire que, vous savez, on dit parfois le Front populaire, on a fait le Front populaire, mais le Front populaire, c'est aussi un front des mères. Voilà. Et quand je dis un front des mères, je ne parle pas que des mères biologiques, je parle de toutes celles et ceux qui prennent soin du vivant. Alors, il y a des mamans, il y a des papas aussi, qu'ils soient parents biologiques ou pas n'est pas le sujet. Il y a des gens qui élèvent des enfants, il y a des gens qui prennent soin des enfants, qui travaillent dans l'éducation, qui travaillent dans le soin, dans la santé, qui prennent soin de nos aînés aussi, qui travaillent dans les hôpitaux. Tous ces gens, pour moi, ils participent au Front des mères. Et puis, il y a aussi les gens qui prennent soin du vivant. On a vu Monsieur Bougrain-Dubourg. Je connais des bénévoles qui, du soir au matin, s'occupent d'animaux domestiques, s'occupent de la faune, s'occupent de la flore, s'occupent des écosystèmes, s'occupent du fait que la vie reste possible sur cette planète. Et la politique féministe du vivant, c'est aussi dire lâchez-nous la grappe là, avec les leçons de réarmement démographique. Je n'en peux plus de voir parfois des émissions avec des vieux mecs, en gros, qui nous expliquent des leçons de démographie en expliquant en creux, parce que c'est toujours très culpabilisant pour les femmes, qu'en fait, s'il y avait une guerre, on la perdrait, c'est à cause des femmes. Si le système des retraites s'effondre, c'est à cause des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et on n'écoute jamais une femme expliquer pourquoi elle n'en veut pas, peut-être pourquoi elle n'en a pas. Et en fait, la réalité, il y a un monsieur des grandes gueules, là, vous avez entendu. Il dit oui, Marine Tondelier, elle se plaint qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. En même temps, elle essaye à 39 ans, c'est normal que ça ne marche pas, elle aurait dû s'y prendre plus tôt. Merci.
Merci. Donc déjà, j'en avais déjà un qui avait 7 ans. Et en plus, c'est méconnaître la situation. Pourquoi les femmes font des enfants de plus en plus tard? Parce que l'entrée dans la vie active n'a jamais été aussi dure. Je vous parlais de solitude. La tranche d'âge qui se sent le plus seule, ce sont les 25-39 ans. Et pourquoi, à votre avis? Moi, mes parents m'ont eu à 24 ans. Ils travaillaient, ils avaient une maison dans laquelle on habite encore. Ils étaient installés. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de jeunes à cet âge-là sont installés. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient des enfants, qui se disent « mais comment je vais les loger ?» Il y a, chez les personnes qui gagnent le SMIC ou moins, il y en a 42% qui sautent régulièrement des repas pour des raisons financières, 53% qui réduisent les rations alimentaires. Vous pensez que dans ces cas-là, c'est instinctif de dire « mais bien sûr, je vais faire un enfant ?» Évidemment que plein de gens se posent la question. Certains ne se la posent pas. Et entendu, moi, je ne juge pas ça. Je dis juste que s'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, c'est aussi pour ça, qui ont peur de ne pas y arriver. Il y a aussi le fait qu'on sait que ces enfants-là, ils ne vont pas être bien traités par la société. Il y a 35 enfants qui sont morts dans la rue en France en 2024. En août 2025, il y avait plus de 2000 enfants qui dormaient dans la rue malgré les appels au 115. Et dans ces 2000 enfants, on ne compte même pas ceux qui dorment dans leur voiture. Ils ne sont pas considérés comme à la rue. Et on ne compte pas non plus les mineurs étrangers isolés. Vous imaginez comment ce pays prend soin de ses enfants? Vous regardez la télé, ce qui se passe dans le monde, vous regardez ce qui se passe sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau potable, sur la santé environnementale, sur la prise en charge de la santé mentale des jeunes. Vous dites en fait, si j'ai un enfant en situation de handicap, il ne pourra pas aller à l'école, j'aurai pas de structure pour s'en occuper. Si j'ai un enfant qui a des soucis de santé mentale, il ne pourra pas être pris en charge sur mon territoire. Bien sûr qu'on se pose des questions. Et puis après, il y a tous les sujets d'infertilité que vous connaissez, qui sont aussi pas seulement, mais aussi lié à la santé environnementale. Et donc des problèmes, il n'y a que ça. Et donc la politique féministe du vivant, c'est se dire qu'est-ce qui marche à la fin. Ça a été dit tout à l'heure, dans les pays qui ont des politiques réactionnaires, en fait, la natalité, elle chute encore plus. Vous limitez le droit à l'avortement, vous dites allez, vous paierez moins d'impôts si vous faites des enfants. C'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est l'égalité. Si vous dites dans mon couple, il y aura l'égalité. Si vous dites au travail, je ne serai pas discriminée. Si vous vous dites, cet enfant, il vivra bien dans une planète où on prendra soin de lui, alors là, je ne dis pas que toutes les femmes vont dire, alors là, du coup, je fais des enfants. Mais elles feront ce qu'elles veulent et elles seront libres, ce qu'elles veulent d'en faire parce qu'elles se sentiront en confiance. Et c'est ça notre travail et c'est toute la différence entre notre projet écologiste et le projet de celles et ceux qui veulent toute la journée nous culpabiliser. Est-ce que ça vous va? Voilà. Et puis, parce que je suis persuadée qu'il faut remettre de la joie, de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'émancipation, je vais vous parler aussi de prospérité écologiste. La maman de la mer fait son apparition. Elle est toujours très discrète, très très discrète. Donc, on va vous parler de prospérité écologique. Et justement, vous arrivez à ce moment-là comme par hasard. La prospérité écologique, qu'est-ce que ça veut dire? On me dit souvent, Madame Tondelier, est-ce que vous croyez dans la décroissance, dans la post-croissance, dans la frugalité, dans la sobriété, dans la croissance? Moi, tous ces mots me vont. Mais on va se le dire, et on se le dit depuis Villepinte. Il y a plein de gens, quand on leur dit, tu veux la décroissance, la post-croissance, ils disent, attendez, moi j'ai déjà pas beaucoup, tu me parles de sobriété, j'ai l'impression que je suis déjà très sobre. Et donc il y a un truc un peu qui donne pas envie, quoi. Enfin, on se projette pas forcément tout le monde dans cette notion. Et donc, nous, on cherchait un mot qui remplace ça et qui donne envie. On a trouvé le mot de prospérité écologique parce que non, l'écologie, c'est pas triste. Et donc, on est en train de travailler à ça. C'est-à-dire que quand on parle de prospérité écologique, ça sous-tend un modèle économique, ça sous-tend un modèle de protection sociale. Nous, on veut une sécurité sociale écologique, on veut une sécurité sociale alimentaire. Et puis, ça sous-tend la notion de bien-être, de bonheur sur laquelle on doit travailler aussi. Je ne peux pas vous faire tout le programme ce soir, en plus parce qu'il est en construction, mais vous pouvez aller sur projet.lesécologistes.fr. Vous avez déjà 500 propositions que vous pouvez chacune aimer, ne pas aimer. Vous avez le droit aussi, c'est la démocratie. Vous pouvez les amender, les commenter, faire d'autres propositions. Et vous avez tout le mois d'avril pour le faire, parce qu'après, en mai, on va faire la synthèse. Donc venez chacun sur vos codes, chacun sur vos envies, ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez, votre expertise quotidienne, vous exprimez. On va prendre tout ça en compte. Et puis, on est en train de préparer des livrets de doctrine sur l'international, sur l'état de droit, sur le numérique, sur les territoires méprisés de la République. Tout ça va sortir très régulièrement. Donc oui, on a des idées. Et alors, pour les gens que j'entends dire, gna 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 gna, les gens qui veulent faire la primaire, ils n'ont pas d'idée pour qu'on ne travaille pas sur le programme, excusez-moi, nous, chez les écologistes, on travaille. Donc vous, je ne sais pas ce que vous faites, mais nous, chez les écologistes, on travaille. Et c'est pas vrai que ça va nous prendre beaucoup de temps, que ça va être impossible de se mettre d'accord. Vous savez quoi ? Les gauches sont peut-être irréconciliables, on en reparlera. Certains ont décidé de l'être en tout cas, les chefs surtout. Mais les électeurs, eux, ils sont d'accord. Vous faites un sondage chez les électeurs communistes, chez les électeurs insoumis, chez les électeurs écologistes, chez les électeurs socialistes, c'est les mêmes sujets qui vont revenir.
peut-être pas dans le même ordre, mais enfin on est tous d'accord pour dire qu'on veut des services publics, qu'on veut de l'école, qu'on veut de la santé, qu'on veut du respect, qu'on veut le respect du droit international et en finir avec les doubles standards, qu'on veut la protection de l'environnement, qu'on veut la protection de nos enfants, qu'on veut un plan contre la solitude. Il y a des gens qui vont pas être d'accord là-dessus. S'ils sont pas d'accord, ils viennent me voir, je leur expliquerai pourquoi il faut faire ça. Donc il y a chez les électeurs de gauche et écologistes, une convergence des buts. Et ça existe, on va partir de là. Ensuite, madame est d'accord, elle converge déjà, madame, au fond du bar. En vélo, elle converge à vélo, c'est parfait, elle a compris. Alors, ce que nous vous devons, c'est aussi un manifeste pour la primaire. Pourquoi ? Parce que ça fait deux fois que la gauche n'est pas présente au deuxième tour de la présidentielle. C'est pas juste qu'on perd, c'est qu'on n'est même pas là au deuxième tour pour que l'un d'entre nous puisse porter nos couleurs et puisse peut-être gagner, pour qu'on puisse avoir un bulletin de vote à mettre dans l'urne. Alors, moi j'en ai marre qu'on dise la gauche est responsable, parce que les électeurs de gauche, eux, ils sont très responsables. Les électeurs, même quand on a fait n'importe quoi au premier tour, et que du coup personne d'entre nous n'est au deuxième, ils vont quand même voter nos électeurs. Nos électeurs, c'est pas un problème, c'est une boussole. Ils nous montrent comment il faut faire. Et donc j'entends certains dire qu'ils veulent pas leur faire confiance pour choisir le meilleur candidat. Pourquoi ? Alors il y a des gens qui veulent être à l'Élysée, ils veulent faire la 6e République, mais ils veulent surtout pas que ce soit des électeurs qui décident, des électeurs de notre camp, qui est la personne la mieux placée pour les représenter à la présidentielle et qui nous emmènera au deuxième tour, parce que si nous nous rassemblons, peut-être qu'il n'y en aura qu'une, peut-être qu'il y en aura deux. À deux, ça peut marcher aussi. Parce que les gens diront, moi je vais aller sur celui qui représente tous les autres. Celui qui a décidé d'être tout seul, il est tout seul, on a compris, c'est pas du respect pour nous, c'est pas du respect pour nos causes et c'est pas du respect pour nos valeurs. C'est peut-être des gens, d'ailleurs, ceux qui veulent rester tout seuls, qui ne souffriront pas en première ligne si l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais pour tous les autres, nous, on va se battre. Et donc oui, il faut une seule candidature. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de la confiance. Et on ne peut pas dire je suis pour la 6e République, mais le renouveau démocratique va commencer quand j'aurai mes fesses sur le fauteuil confortable de l'Élysée. Cette méthode, cette démocratie, cette confiance, elle doit se montrer avant. Les gens, ils nous font plus confiance parce qu'ils disent la gauche, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. On doit leur montrer que notre transformation, elle est en cours. On doit leur prouver par ces méthodes-là. J'avais... notez aussi le fait, alors attendez, c'est pas la bonne fiche, hop. Je voulais vous parler des gauches irréconciliables aussi. Parce que ce concept, on l'a beaucoup entendu dans l'histoire politique, mais dans l'histoire politique contemporaine, est-ce que vous savez qui remet sur la table le concept de gauche irréconciliable ? C'est Manuel Valls. Il remet dans l'histoire contemporaine l'histoire sur la table. Alors, il était effectivement pas réconciliable avec la gauche, mais il s'est bien réconcilié avec la droite, donc ça montre déjà d'où vient le problème. Et à l'époque, quand il parlait de gauche irréconciliable, il parlait de Mélenchon. Et Mélenchon a repris ce concept au vol. Il se l'est réapproprié en disant « Oui, moi aussi, je suis réconciliable avec eux, c'est très bien. » Et donc, il répétait « On est réconciliable, on est réconciliable. » Et je pense que ça produit au pire. Ça produit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon à produire des positions bancales sur l'international, à faire des jeux de mots sur des non-juifs, pour dire, après provoquer un scandale, les gens disent « Ah ben, on ne veut pas bosser avec lui. » Il dit « Moi, tant mieux, je ne voulais pas bosser avec vous. » Et il y a comme ça une dialectique qui s'installe, où le ton monte, où les mots montent, et il y a des gestes et des actes irrémédiables qui sont posés. Le problème de gauche irréconciliable et de ce concept, c'est que ça consiste en fait à miner un champ de bataille. Ça existe dans les conflits. Vous minez le champ de bataille. Et le problème quand vous faites ça, c'est que même si un jour la guerre se termine, les mines restent. Les mines restent. Et donc, il y a un côté irréversible dans ce qui est en train de se mettre en place. Et je pense que notre rôle est de le démontrer. Et encore une fois, les chefs ont peut-être décidé d'être irréconciliables, mais les électeurs, les électrices ne le sont pas. Et je rappelle à ces messieurs, car oui, ça a été dit, ce sont souvent des messieurs, que les électeurs qui ont voté pour Yannick Jadot en 2019 sont les mêmes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 et sont les mêmes qui ont voté pour Raphaël Glucksmann en 2024. Pas tous, mais en partie. C'est les électeurs qui veulent juste qu'on gagne, qui disent « Attendez, moi, j'ai même pas le temps de comprendre les détails, j'ai un avis sur la question, mais entre vous tous réunis ou séparés et l'extrême droite, ou entre vous tous réunis ou séparés et Édouard Philippe, je préférais quand même que ce soit nous. » Et ces gens-là, on leur doit de trouver une solution. En l'occurrence, la primaire a le mérite d'être une solution démocratique et qui vous fera confiance. Ce que je ne supporte plus, applaudissez la primaire, c'est très bien. La primaire. Après le bébé miracle, on va faire une primaire miracle, vous allez voir. Mais il y a quand même un truc incroyable, c'est que tous les gens qui disent « pas de primaire, pas de primaire », vous les avez entendus faire le début d'une proposition de comment on pourrait faire autrement ? Non, non. Alors moi, j'entends tout le monde à droite dire qu'il faudra une seule candidature. La droite a bien compris.
au deuxième tour de la présidentielle de 2027, il y aura Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou celui des deux qui ne sera pas en prison. Et comme au deuxième tour, il n'y a que 2 places, il restera une seule place. Et cette autre place, elle ira à qui? Elle ira au camp qui aura été le plus rassemblé. Et c'est pas parti pour être nous. C'est pas foutu, mais c'est maintenant que ça se joue. Et donc celles et ceux qui ont décidé, là maintenant, de se donner en spectacle pendant 3 mois pour régler leur compte interne qui dure depuis 10 ans, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment. Je ne suis pas sûre que ce soit une marque de respect. Pour moi, c'est de la condescendance envers toutes les causes qu'on porte et on ne va pas se laisser faire. Alors, dans ce petit guide, hop, je reprends mes notes, il y a tout ce que je vous ai expliqué. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cet acte de confiance, cette primaire qui incarne une nouvelle méthode de gouvernement pour la France, devra aussi parler des idées. Je vous ai parlé de celles que moi, je comptais bien porter. Et je vais finir par une chose très, très simple et très, très claire. Vous allez voir que quand on a décidé d'être simple et d'être clair, c'est très facile. Moi, je suis candidate à la présidentielle. J'ai été désignée à plus de 86% par mon parti politique, les écologistes. Je suis candidate à la présidentielle. Et j'ai dit que cette candidature s'inscrirait dans le cadre d'une primaire et je ne dérogerai pas de ça parce que c'est ce que nous vous devons. Les choses sont simples, soit je la gagne et j'en serai honorée et je mettrai toutes mes forces dans la bataille et que ces messieurs ne s'imaginent pas parce que j'attendrai un enfant que ce serait plus compliqué, que tout d'un coup je me dirai mais je vais plutôt rester chez moi finalement, abandonner toutes mes causes. Je serai là jusqu'au bout, n'est-ce pas mesdames? Voilà, elles sont d'accord et les hommes applaudissent aussi dans la salle. Donc si je gagne, j'en serai honorée, je mettrai toutes les forces dans la bataille. Cette bataille qui s'annonce comme la plus importante et la plus difficile de notre vie, j'en ai bien conscience et j'y suis prête. Si je ne gagne pas, les choses sont simples. Dans la minute qui suit, je soutiendrai la personne qui aura remporté cette primaire. Et pourquoi? Parce que les électeurs de gauche et écologistes l'auront choisi. Et donc cette personne sera légitime. Moi, est-ce que vous pensez que j'ai envie de soutenir François Hollande dans la présidentielle? Non. Je vous le dis, comme ça, c'est non. Si François Hollande gagne la primaire... Il n'est pas encore passé écolo, d'ailleurs. Non, il n'est pas encore passé écolo, c'est pas tout de suite. Mais je ne suis pas non plus passé socialiste. Mais si François Hollande gagnait la primaire, je ne pense pas qu'il va la gagner. Mais s'il la gagnait, je dirais, d'accord, il y a un retour de hype, il a convaincu totalement l'électorat de gauche et écologiste, je m'incline, je n'avais pas perçu ce potentiel, mais les gens le réclament, voilà. Et les gens le réclament. Donc je ne pense pas que ça arrive. Mais si ça arriverait, ce serait une forme de boussole. Et donc à un moment, je ne vois pas comment on peut se réclamer démocrate, de gauche, vouloir la 6ème République et ne pas vouloir écouter les électeurs de son propre camp qui ont forcément raison, qui sont forcément légitimes. C'est eux qui votent à la fin. On n'est pas plus intelligent qu'eux, on aurait tout mieux compris que tout le monde. Donc voilà, et j'entends certains parler de conclave ou de conciliabule. Mais excusez-moi, si ça se termine comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met à 4 dans un sous-sol. Et on sort, on dit, bon, alors on n'a pas voulu vous faire confiance. Je ne sais même pas comment on se met d'accord à 4 dans un sous-sol, sur une candidature où chacun est candidat. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Donc j'en veux énormément, et je le dis, j'en veux énormément. Je trouve ça indécent, irresponsable et déplacé à celles et ceux qui essayent de casser cette primaire, qui la débinent depuis des mois dans une prophétie autoréalisatrice. Ça fait des mois qu'ils disent du mal, et après ils disent, regardez, la primaire, ça prend pas, les articles sont pas hyper dithyrambiques, c'est normal, les articles te citent en train de dire que c'est n'importe quoi, tout le temps. Tu sabordes le truc depuis le départ pour dire après, je comprends pas, ça... Il n'y a pas un enthousiasme complètement unanime autour du sujet. Non, merci de ta contribution à ce truc qui déprime tout le monde, quoi. Et donc, si seulement ils avaient autre chose à nous présenter, à nous proposer, un truc qui marche, moi, je regardais, peut-être que je ne suis pas très intelligente, et peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas compris, je n'avais pas vu un plan possible. Mais ils n'en ont pas. Donc, il va falloir mettre un petit peu de pression, il va falloir leur dire, leur redire, leur re-redire, et on va avoir besoin, nous, de détermination. La mienne est intacte. J'ai désormais une porte-parole de campagne que vous avez découverte ce soir qui s'appelle Léa Balage. Nos propositions vont sortir, et en attendant, j'ai besoin de vous. Pour une chose, on va applaudir cette démarche. Je ne sais pas vous, dans le reste de la France, mais à Villepinte, ils sont là. Et donc, je vous présente ce manifeste, Ce que nous vous devons. Vous allez sur cequenouxvousdevons.fr. Vous pouvez le télécharger pour le lire sur votre ordinateur, votre téléphone. Vous pouvez aussi le commander pour qu'on vous le
pour qu'on vous l'offre gratuitement en version papier. On l'enverra chez vous. Vous pouvez même en commander. Si vous dites, moi, je suis à fond, je veux en distribuer dans tout mon village, vous commandez, vous enverrez un carton. Vous pouvez vous laisser un petit carnet, hop, sous le manteau, tac, 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 dans le métro, à la sortie de l'école, en faisant ses courses. On le diffuse partout. Regardez comme elle le montre. Vous êtes super, les filles, franchement, incroyable. On n'avait pas préparé, mais c'est une très bonne idée. Et donc, dans ce que nous vous devons, vous avez une sorte de manuel de défense de la primaire avec des arguments pour vous convaincre si vous ne l'êtes pas encore et pour aller convaincre autour de vous. Ce que nous vous devons, c'était de tout faire pour qu'il y ait cette primaire. C'est exactement ce qu'on va faire, mais on a besoin de vous. Alors, ce que nous vous devons.fr pour télécharger ce manuel, pour le commander. Et puis, vous pouvez aussi venir me soutenir, marinetondelier.fr. On va avoir besoin d'aide, un peu de chaleur, un peu de participation au débat, au travail sur le programme, de la détermination sur tous les territoires. Et je vous l'annonce aussi, là, il va se passer plein de choses, mais je vous dis que cet été, il y aura un grand tour de France aussi sur tous vos territoires. Et oui, donc les gens disent comment ça, elle va être enceinte, comment elle va faire. Et bien, vous verrez, je serai là sur vos territoires. Ce sera la surprise, ce concept. Et j'ai pas fini de vous croiser et ça me fait très plaisir. Alors, à très vite, ce que nous vous devons.fr et merci Villepinte.